Retour sur le plateau des Assises économiques des Outre-mer avec cette deuxième partie. Et pour commencer cette deuxième partie avec vous, Paul, nous allons parler de la coopération régionale. Est-ce que cette coopération est un atout majeur des territoires d'Outre-mer ? En effet, les relations avec les petits et les grands voisins, comme on dit, est de l'avis de beaucoup l'un des challenges économiques majeurs des territoires. Marché, investissement, connectivité, tourisme, autant de dossiers économiques majeurs pour chaque bassin régional. Alors on va recevoir 4 intervenants. D'abord on va recevoir deux universitaires. Enfin on va les recevoir, en tout cas on va les appeler puisqu'ils sont en visio. Et puis ensuite, Paul, nous recevrons 2 acteurs économiques. Madame Sidali, comment en pratique justement, quand on est la Nouvelle-Calédonie, on a des petits voisins dont on sait que des fois on est plus dans les voies de développement souvent, et on a des grands voisins comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et on sait que c'est pratiquement le cas dans tous les territoires. Comment on vit un peu cette coopération économique régionale à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie ? Aujourd'hui, elle est très peu développée. En fait, la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à peu près en 2015, s'est focalisée sur son marché intérieur qui était en très forte expansion. Et donc, c'est peu tourné vers l'extérieur. Et depuis quelques années, on commence à le faire, mais avec beaucoup de freins en réalité. C'est-à-dire que, par exemple, on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont proches de nous, mais sur lesquels on a des véritables soucis pour négocier des réciprocités en termes d'échanges. Et de facto, on a très peu d'échanges, si ce n'est touristiques, avec ces 2 pays. Ensuite, on a les pays mélanésiens du fer de lance, pour lequel cette fois, c'est la compétitivité de la Nouvelle-Calédonie qui est un problème. La Nouvelle-Calédonie qui protège une industrie locale et des productions qui sont faiblement compétitives par rapport à des pays avec une main-d'œuvre beaucoup plus bon marché, pas les mêmes mesures sociales que notre territoire. En réalité, nos plus proches clients et nos plus grands partenaires commerciaux, il faut les chercher en Asie, en Chine, au Japon, en Corée et à Taïwan. Donc, la compétitivité de la Nouvelle-Calédonie, elle s'exerce plutôt vers ces territoires qui sont lointains. Donc, il faut absolument qu'on développe d'autres réciprocités. Et du coup, les politiques publiques, celles de l'État, quand il peut, celui du territoire évidemment dans son destin particulier, quel qu'il soit dans quelques jours, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la force publique en matière de coopération économique, de contrats, de réciprocité, on vient de le dire ? En fait, ce qu'on peut attendre, c'est un appui à la fois dans les négociations qu'on peut avoir avec ses partenaires, avec lesquels il est extrêmement difficile de négocier compte tenu de notre masse critique. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires d'outre-mer, la Polynésie, et Wallis et Futuna, peuvent être des artisans du slow power français et européen dans le Pacifique. C'est important. La dimension économique, elle rejoint aussi une dimension géopolitique. Et c'est vrai que la France, l'État, peut nous aider via des coopérations économiques dans les pays de la zone à développer notre influence et à créer des partenariats et à appuyer des négociations bilatérales qui soient davantage à notre avantage. On me posait une question un peu directe. La schizophrénie de l'État, on parlait des contrats australiens d'un côté, et puis d'un côté on a un territoire à côté de l'Australie. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ces 2 politiques ? Et on peut le voir dans tous les territoires, une sorte de diplomatie économique vue de Paris, et puis la réalité telle qu'on peut la vivre chez vous ? Nous, on milite pour une plus grande diplomatie économique au bénéfice des territoires d'outre-mer. En réalité, c'est vrai qu'il y a des contrats France-Australie qui sont extrêmement importants, mais pour autant, on pense que cette dimension géopolitique, elle peut se jouer vraiment à un plus petit niveau, au niveau régional. On parlait de masse critique il y a un instant, mais plus encore, c'est la francophonie globalement au niveau du Pacifique qu'il faut qu'on développe, c'est nos normes, nos savoir-faire, et qu'on aille finalement chercher dans nos bassins plus proches une clientèle pour nos produits. Ma dernière question, l'Indo-Pacifique. C'est vous l'Indo-Pacifique. Quand la France parle d'Indo-Pacifique, le seul territoire, et le rapport avec la Chine, comment vous voyez un peu la Chine vue de votre territoire ? Et encore une fois, économiquement, pas forcément sur les questions géopolitiques. Économiquement, aujourd'hui, c'est un de nos plus gros partenaires, puisqu'ils nous achètent du nickel, et les échanges avec la Chine sont extrêmement importants. Le Japon est également un partenaire important de la Nouvelle-Calédonie pour des débouchés agroalimentaires. Le challenge pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de trouver d'autres partenariats sur des nouvelles filières, le numérique, l'agriculture responsable, le tourisme, évidemment, et s'intégrer différemment dans notre espace d'influence régionale. Parfait, merci bien. Je me retourne vers la Réunion. Je me retourne vers l'écran, mais en fait c'est vers la caméra qu'il faut que je me retourne. Monsieur le maître, justement, Indo-Pacifique, tout à l'heure ça a été abordé d'un point de vue un peu général. Comment vous voyez les liens économiques qu'on peut avoir avec la Mascarene ? Encore une fois, toujours la même chose, ce contraste avec les petites économies proches et ces grandes puissances, et évidemment l'Afrique du Sud, dont on a beaucoup espéré ces dernières années. Comment vous le vivez, vous, à la fois dans votre métier et dans votre organisation professionnelle ?